pour revenir à l'élite, c'est vrai que les élites africaines, d'abord, en se réappropriant les grands principes de l'universalisme, de l'humanisme des siècles des Lumières, leur a servi, enfin, à mener leur résistance et leur libération, mais que justement, ils ont été après piégés. Une fois qu'on a eu l'indépendance, on a été piégés par ces valeurs-là parce qu'on a pensé que l'universalisme ne se concevait que de cette manière-là. Alors qu'en fait, il y a plusieurs chemins pour arriver à cet universalisme des valeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de pluriversalisme, c'est-à-dire un, un universel nourri de toutes les particularités, les spécificités des différentes cultures et peuples du monde, mais qui se rejoignent sur les troncs communs. Et c'est ce tronc commun des valeurs qui seraient les valeurs universelles. Et le fait d'être enfermé là-dedans, que ce soit dans les luttes, même par exemple l'adoption du communisme, du socialisme, du néolibéralisme, enfin, toutes les théories en fait finalement qu'on avait utilisées pour notre libération et après pour le développement, ont tous été empruntés à l'Occident et ça a développé en nous, je crois, une certaine distance, pour ne pas dire mépris, par rapport à nos propres conceptions, philosophie de l'humain et de l'universel que nous avons tous. Il ne faut pas oublier quand même que l'Afrique est le continent par excellence des philosophies de l'humanisme et de l'universel depuis des, des centaines des milliers d'années et que c'est aussi le continent justement où a inclus les premières grandes cosmogonies de l'humanité, les premières grandes spiritualités. Donc on avait un bagage et un gisement de philosophie et de valeurs sur lesquelles on aurait pu très bien puiser pour enrichir euh, les, le débat politique, philosophique, épistémologique sur les, sur l'universalisme et l'humanisme. Et on ne l'a pas fait pour les raisons que j'ai dit, parce qu'on sortait de ces écoles où on nous enseignait des sciences, dites sciences, mais que moi j'appelle des sciences coloniales, qui en fait nous empêchaient justement d'accéder à cette autonomie de réflexion. Donc, je reviendrai, oui, peut-être plus tard, quelles sont les leçons qu'on peut tirer d'une recherche, d'une étude des contrats sociopolitiques comme le HER, mais il y a aussi la charte de Mandé, il y a le Ubuntu, il y a la philosophie de Ubuntu, il y a, il y a les tribunaux de Cachacha. Enfin, il faut vraiment, il y a le système de Gada système de Oromo, il y a le Mad'a des Afars. En fait, beaucoup de peuples en Afrique ont développé une réflexion profonde. Hein. Il ne faut pas croire, souvent on croit que c'est juste un truc pragmatique qu'ils utilisent. Derrière ces lois et ces, ces articles de loi du HER, il y a toute une conception philosophique. Et moi, j'ai été vraiment surpris quand je interrogeais les anciens, donc, parce que c'était des connaissances orales, la, la rigueur avec laquelle ils m'exposaient et ils justifiaient ces lois m'avait surpris. Moi, je revenais donc pour faire ma thèse d'une université en sciences politiques. Et c'est vrai, avec cette idée, oui, c'est des anciens, ils vont dire des choses pratiques, mais quand vraiment j'étais surpris de les entendre avoir une justification philosophique et épistémologique de ce contrat sociopolitique, des lois qu'il énonce. Et je crois qu'on doit revenir derrière et au-delà même de l'aspect, comment dirais-je, pratique, hein, qui peut-être même d'une certaine manière n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui. Il faut revenir sur la philosophie politique, la philosophie du droit, la philosophie de la vie de l'humain, de la nature aussi, et bien sûr de l'au-delà qu'il y a derrière ce genre de connaissances, de savoir et de contrats sociopolitiques.